Lorsque Walter Perdium reçut le message envoyé par Pigeon Voyageur, fraîchement arrivé à Perdium, son visage s'assombrit instantanément. Le chef de famille d'Igald déclara dans un ton lourd de colère que son fils avait été tué par le fils odieux de Perdium, Ghislain, et qu'il exigeait vengeance. D'un ordre tranchant, il demanda qu'on rappelle immédiatement toutes ses troupes de Perdium. Pour lui, c'était clair, la famille d'Igald venait de leur déclarer la guerre. Aussitôt, Walter convoqua une réunion d'urgence. Une fois que tous eurent pris connaissance des faits principaux, le capitaine des chevaliers, Randolph, fut le premier à laisser exploser sa colère. Il affirma avec véhémence que l'autre était devenu complètement fou. Ghislain n'aurait jamais tué sans raison, encore moins le fils de cet homme. Quelqu'un proposa alors une explication qui tenait la route. Digald voulait simplement créer un faux motif pour lancer une guerre contre Perdium et s'approprier leur territoire. Pendant ce temps, Walter restait stoïque face à ces insinuations propagandistes. Cependant, son expression changea du tout au tout quand il apprit que tout tournait autour de leur récente découverte, un cristal magique de qualité exceptionnelle. Quelqu'un visiblement cherchait à les éliminer pour s'approprier ce trésor. Ghislain rappela à son père qu'il lui avait bien dit, lors de son départ pour la tour de magie afin de commercer, que 2 envoyés avaient été dépêchés auprès de Digald. Il ne faisait plus de doute que ces 2-là avaient trahi, divulguant des informations confidentielles. Après ces paroles, le père de Ghislain s'enfonça dans un profond silence, plongé dans ses pensées. Parfois, pensa-t-il, ce que l'on fait pour protéger un territoire peut précipiter sa propre chute. Et ce qui le troubla davantage, c'est qu'en observant le visage de Ghislain, il y lut une étrange sérénité, comme s'il avait anticipé depuis longtemps que ce jour arriverait. Soudain, Randolph s'emporta à nouveau. Selon lui, il n'y avait aucune raison de trop tergiverser. La puissance militaire de Perdium surpassait largement celle des Digald, sans parler de leur expérience inégalée du terrain. En matière de combat, leur victoire semblait pratiquement assurée. Mais à peine avait-il fini de parler que la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un soldat haletant annonça que les troupes du clan d'Igald venaient de pénétrer sur leur territoire. Ghislain, accompagné de son père et de plusieurs responsables, monta sur les remparts de Perdium. Ce qu'ils virent leur glaça le sang, les rangs ennemis étaient organisés avec une rigueur militaire redoutable. Même leurs meilleurs guerriers furent déconcertés par cette réponse si rapide, à peine la déclaration de guerre lancée. Il était évident que tout cela relevait d'un complot longuement préparé, soutenu par une puissance en coulisses d'un niveau inquiétant. Lorsque les armes de siège ennemies commencèrent à apparaître, Albert, stupéfait, ne put retenir un frisson glacé. Il se tourna vers Randolph pour lui demander ce qu'il en était, comment une famille comme les Digald, considérée comme l'une des plus pauvres de l'Alliance du Nord, pouvait-elle réunir 6000 soldats lourdement armés? Randolph, impuissant, répondit que lui-même l'ignorait. Mais il rappela qu'il avait déjà averti auparavant, à force de vouloir économiser sur les effectifs militaires, on risquait un jour de le payer cher. C'est à ce moment-là que le père de Ghislain, placé en tête de la ligne, poussa un cri furieux, il ordonna le silence. Ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était d'un calme absolu. Le moindre bavardage inutile risquait d'entraver leur capacité à répondre à l'évolution de la situation. Les ordres tombèrent immédiatement, rassembler toutes les troupes hors des murailles, faire entrer tous les civils dans le château, fermer chacune des portes de la ville une fois cela accompli. Et surtout, que chacun se tienne prêt à 1000%, la guerre venait de commencer. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, l'homme vêtu d'une cape jaune, nul autre que Digald, le chef du clan d'Igald, observait la scène avec une satisfaction à peine voilée. Il laissa échapper quelques mots pleins d'ironie. Grâce à son fils bon marien qui passait ses journées à paresser, il avait enfin trouvé une raison valable pour envahir les terres de Perdium. Et, ajouta-t-il avec un sourire cruel, rien n'était plus savoureux que de s'emparer de ce qui appartenait à un frère. À ce moment-là, il donna un ordre à l'homme se tenant à ses côtés, qu'il le suive, car il avait quelques mots à adresser à son cher frère d'armes, Walter Perdium. De son côté, ce dernier à peine eut-il aperçu Digald, qu'il laissa éclater une fureur incontrôlable. Il hurla le regard chargé de colère, demandant s'il avait perdu la raison ou sombré dans la folie. Comment pouvait-il affirmer avec une telle certitude que Ghislain avait tué son fils? Mais Digald d'un ton sec, lui répondit que c'était une vérité d'airain. Son fils bien-aimé avait péri sur cette terre, et il n'était plus question de couvrir ce soi-disant héritier, inutile et indigne. Il déclara qu'il offrait une dernière chance à Perdium de se rendre, car dans cette guerre à venir, il ne pouvait espérer aucune victoire. Il ajouta sur un ton faussement conciliant qu'aucun parent ne pouvait rester insensible devant la mort de son enfant. Et en mémoire de leur fraternité née des combats partagés, il lui accordait une dernière chance de déposer les armes. À ses yeux, Perdium ne possédait aucune carte maîtresse visible pour renverser la situation. Derrière Walter, Randolph et les autres furieux à en suffoquer, fulminaient. À ce stade, continuer à feindre la droiture relevait du ridicule, il n'y avait plus rien à discuter. Quant à Ghislain, il pensait en silence que tout se déroulait comme prévu. Même s'il avait réussi à sauver Helena, le fait que l'aîné des Digald soit mort restait immuable. Une guerre des territoires était inévitable.
La présence des armes de siège amenées par l'ennemi témoignait d'une intention claire, anéantir Perdium sans la moindre concession. Ses pensées furent alors interrompues par son père. Ce dernier affirmait sans l'ombre d'un doute qu'il croyait en son fils, convaincu que Ghislain n'était pas le meurtrier du fils d'Igald. Et c'était la seule réponse qu'il pouvait donner. Toutefois, si Digald persistait dans sa volonté de déclencher la guerre, il la mènerait jusqu'au bout, sans jamais reculer. L'aura que Walter Perdium dégageait à cet instant était telle qu'elle fit suer Digald de nervosité. Même Victor, qui était lui aussi chevalier, ne pouvait cacher son admiration. Il trouvait en ce général, gardien du Nord depuis tant d'années, une grandeur et une intrépidité hors du commun. Mais Digald, feignant la maîtrise de soi, soupira qu'une telle obstination ne ferait qu'entraîner la ruine de son peuple, lequel finirait par payer le prix du sang pour des choix aussi insensés. Il espérait simplement que Perdium ne regretterait pas cette décision. Après ces paroles cinglantes, Digald se détourna pour commencer à ordonner les prochains mouvements de ses troupes. De l'autre côté, Randolph s'impatientait déjà pour obtenir le commandement des forces de Perdium. Selon lui, les soldats rassemblés en bas des murailles n'étaient qu'un ramassis d'hommes sans réelle formation militaire. Il disait qu'il suffirait d'un rien pour les écraser. Mais ces mots provoquèrent l'indignation de Homern et des autres stratèges. Ils lui demandèrent s'il avait perdu la tête, rappelant que l'ennemi disposait d'au moins 6000 hommes. Peu importait la force d'un individu, rien ne pouvait compenser un tel déséquilibre numérique. Et si une défaite devait survenir à cause d'un plan irréfléchi, Perdium serait anéanti. Il ne pouvait cependant rester là sans rien faire. Quelqu'un proposa d'envoyer immédiatement une missive par pigeon voyageur pour demander du renfort à l'Alliance du Nord. Ghislain, entendant derrière lui les officiers débattre avec agitation, sentait le besoin de garder la tête froide et de trouver rapidement une réponse tactique à cette déclaration de guerre soudaine. L'ennemi était clairement préparé à gagner, et Digald avait bénéficié d'un soutien logistique important. Mais de qui venait ce soutien ? Voyant son père rongé par l'anxiété, Ghislain s'empressa de lui souffler quelques idées pour alléger son fardeau. Il expliqua que leur infériorité militaire se chiffrait à 5000 hommes. À ses yeux, il leur restait environ 15 jours avant que les armes de siège de l'ennemi ne soient complètement opérationnelles. Leur meilleure et unique stratégie était donc de demander des renforts et de tenir la ligne à tout prix. Son père reconnut la justesse de cette analyse, car en d'autres circonstances, il aurait lui-même opté pour une telle solution. Mais ce qui l'angoissait le plus, c'était de ne toujours pas savoir qui tirait les ficelles derrière Digald. À ces mots, Ghislain s'était penché à l'oreille de son père pour lui souffler une révélation capable de faire trembler les fondations de leur monde pendant 2 ans et demi. Peu après, il alla trouver Gillon. Ensemble, ils entamèrent une discussion urgente et confidentielle. Leur conclusion fut sans appel: si la famille d'Igald préparait réellement la guerre pendant les 15 jours à venir, alors pour espérer une victoire décisive, il fallait frapper les premiers et fort. Leur cible devait être la chaîne de ravitaillement ennemie. Une fois les vivres et les ressources coupées, la guerre s'éterniserait à leur désavantage, pensait-il. C'est à ce moment que Belinda souleva un point d'inquiétude. La majeure partie de la zone devant le château était désormais sous le contrôle de Digald, et les alentours grouillaient d'yeux vigilants. Mais Ghislain, imperturbable, lui rétorqua simplement que cela ne changeait rien. Il se tourna ensuite vers Karl et Gillon pour leur demander des comptes sur la mission confiée. Tous deux confirmèrent qu'ils avaient accompli ce qu'il leur avait ordonné. Au poste avancé de la forêt des Griffes Maudites, les troupes étaient désormais en place. Selon ces directives, ils avaient même utilisé les peaux des créatures tuées lors des combats précédents pour confectionner des tenues. Leur couleur sombre presque noire les rendait idéales pour les opérations nocturnes. La phase de préparation étant achevée, l'heure était venue de peaufiner les détails de la prochaine manœuvre. Ghislain se tourna vers Belinda et lui expliqua ce qu'il attendait d'elle, découvrir l'emplacement exact du dépôt de ravitaillement des troupes d'Igald. Elle acquiesça sans hésitation, jurant qu'elle accomplirait sa tâche sans la moindre faute, qu'elle ne serait en rien un boulet pour l'opération. Ghislain savait pertinemment qu'il ne pouvait confier cette mission qu'à elle. Elle seule pouvait s'infiltrer en territoire ennemi avec une telle aisance. Quant à la phase décisive de cette guerre, il la réservait à sa carte maîtresse, Vanessa, son atout le plus redoutable. 2 jours et demi passèrent en un éclair. Pendant ce temps, dans le camp de ravitaillement des forces de Digald, 2 individus se félicitaient bruyamment de leur avenir brillant. Il s'agissait de Pabro et Negao, 2 taupes placés par Desmond dans les rangs de Perdium. L'un d'eux s'écriait euphorique que suivre son aîné dans le camp de Desmond avait été une décision brillante. Jamais il n'aurait cru, après une vie de médiocrité et de frustration, qu'il lui serait un jour donné de prendre sa revanche sur le destin. Il riait, railleur, en lançant un adieu moqueur à Perdium, cette nation faible et misérable selon ses propres termes. Mais ces 2 traîtres ignoraient qu'ils n'auraient jamais l'occasion de profiter du fruit de leur trahison. Car Belinda avait déjà conduit Ghislain jusqu'au campement ennemi. Même le ciel semblait être de leur côté. Un voile gris étouffait la lumière, rendant l'atmosphère idéale pour une attaque surprise. Ghislain se tourna alors vers ses hommes et leur donna son ordre final. Aucun prisonnier ne devait être épargné, il fallait éliminer tout le monde. Dès que son ordre fut lancé, les mercenaires de Perdium se ruèrent à l'assaut.
Les sentinelles postées à la périphérie n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait. En un éclair, elles s'effondrèrent, balayées par une déferlante meurtrière. Le vacarme éveilla rapidement les soldats endormis. Certains crièrent pour comprendre ce que faisaient les sentinelles à l'extérieur. Mais avant même d'obtenir une réponse, 2 d'entre eux surpris en plein sursaut, furent abattus net. Leur sort n'avait été guère différent de celui des autres, une fin rapide, brutale, sans appel. Voyant certains soldats ennemis tenter de prendre la fuite, Ghislain s'empressa de rappeler d'un ton sec qu'il ne fallait laisser aucun survivant. Pas un seul homme du poste de ravitaillement ne devait sortir vivant de cette attaque. Pendant ce temps, du côté des 2 traîtres de Perdium, Negao, visiblement affolé, s'empressait d'alerter son frère aîné de la situation critique. Leur base de ravitaillement semblait être tombée dans une embuscade aussi soudaine qu'inexplicable. À cela, Pabro répliqua d'un ton faussement rassurant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. Après tout, leur camp disposait d'1 millier de soldats. Mais Negao, la sueur ruisselant sur son front, ne partageait en rien cette confiance. Il lui rappela que rien qu'en 2 minutes et demie, ils avaient déjà perdu plus de 80% de leurs effectifs. L'ennemi frappait avec une efficacité terrifiante. Même Pabro, voyant tomber les combattants de la première ligne comme des feuilles mortes, ne put empêcher la peur de lui glacer le sang. Il prit alors une décision lâche, mais qu'il crut salvatrice, fuir. Il ordonna à son frère de le suivre, leur plan étant de s'échapper par le tunnel secret qu'ils avaient fait creuser à l'avance, se promettant de trouver un mensonge à raconter plus tard pour justifier leur désertion. Mais la peine eut-il prononcé ces mots que Negao s'effondra, 2 dagues fichées dans sa nuque foudroyée sans un cri. Quant à l'auteur de cette exécution, il s'agissait sans surprise de Belinda, l'un des piliers de la résistance de Perdium. Elle lança alors d'un ton glacial que Pabro avait bien mérité son sort, lui, le traître qui avait vendu leur patrie. Pabro, à la vue de Belinda, fut saisi d'un effroi si intense qu'il en perdit le contrôle de sa vessie. Il savait pertinemment qu'il n'avait pas la moindre chance face à ce combattant d'exception, même pas contre un seul de ses doigts. 30 minutes plus tard, l'assaut nocturne mené contre le poste de ravitaillement arrière des troupes de Digald s'acheva sur un triomphe total, et ce, sans qu'aucune perte ne fût à déplorer. La seule entorse au plan initial fut que Belinda ne tua pas Pabro immédiatement. Elle préféra le capturer vivant et le présenter à Ghislain, convaincu qu'il valait mieux tirer quelques informations de cet individu. Pabro, désormais à genoux devant Ghislain, plaida sa cause avec une humilité soudaine. Il jura que si on lui laissait la vie sauve aujourd'hui, il serait prêt à traverser flamme et lame pour Perdium. Mais Ghislain, impassible, ne répondit pas à la supplique. À la place, il détourna la conversation et demanda sèchement « Qui t'a corrompu ?» À cette question, Pabro avoua le regard fuyant que c'était le comte Desmond. Il expliqua que ses proches avaient été pris en otage et qu'il n'avait eu d'autre choix que de trahir. À ces mots, Ghislain demeura silencieux, plongé dans une réflexion fulgurante de 2 secondes et demie. Ainsi donc, Desmond était l'ombre derrière les renforts militaires de Digald. Mais Pabro, même à l'article de la mort, osait encore proposer un marché. Il suggéra que Ghislain le fasse prisonnier. Desmond, croyait-il, paierait une rançon faramineuse pour le récupérer, ce qui représenterait une victoire financière pour Perdium. Mais à peine avait-il terminé sa phrase que Ghislain bondit de son cheval et le força à lever la tête. Pabro, croyant son marché accepté, remercia Ghislain d'une voix tremblante, convaincu d'avoir gagné un sursis. Il n'eut pour toute réponse qu'un éclair d'acier. Dans la seconde qui suivit, sa tête roula au sol. Ghislain répliqua simplement que jamais il ne ferait affaire avec ce genre de personnes, il n'y avait qu'un seul destin possible pour les traîtres à Perdium, la mort. Une fois l'exécution achevée, Karl s'approcha de Ghislain et lui demanda ce qu'il devait faire à présent. Ghislain répondit qu'il devait rentrer à la capitale pour porter assistance. L'ennemi avait probablement déjà commencé sa première phase de siège, ce qui signifiait que toute son attention serait dirigée vers l'avant. Une occasion idéale pour les prendre à revers. Il ordonna alors à Belinda et Karl de s'occuper de l'aile gauche arrière de l'ennemi, tandis que lui mènerait personnellement les troupes vers le flanc droit. Quant à Gillon, Ghislain lui avait confié la zone la plus cruciale et la plus périlleuse du champ de bataille, le centre. Là-bas, le vieil homme devrait affronter à lui seul des milliers d'ennemis, avec une poignée d'hommes à peine. En apprenant ce que Ghislain attendait de lui, Gillon s'était contenté de sourire avec assurance, affirmant qu'il n'y aurait aucun problème, tant que cela relevait des ordres de son maître. De son côté, Karl s'était mis à bougonner, faussement contrarié que le vieil homme ait toujours droit aux missions les plus palpitantes. Il trouvait cela injuste. Belinda, elle, s'était montrée plus pragmatique, elle avait noté un détail important, devait-on vraiment intervenir pour soutenir les défenses du poste principal ? Ghislain lui confirma qu'il n'aurait pas à s'en soucier. Personne, avait-il dit, n'avait à se préoccuper de ce qu'il se passait du côté de la porte principale de la cité. Une réponse qui n'avait pas manqué de semer le doute dans l'esprit de Karl et des autres. Pourquoi diable ignorer un point aussi stratégique que l'entrée principale, alors qu'il s'agissait précisément de l'endroit à défendre en priorité lors d'un siège ? Ghislain leur avait simplement conseillé de ne pas s'en faire inutilement. Le moment venu, ils comprendraient. Pendant ce temps, du côté de son père, l'ordre avait été donné, tous devaient se préparer à l'assaut.
Randolph s'était alors chargé de coordonner le tir des archers et des arbalétriers, leur objectif étant clair à neutraliser au plus vite les engins de siège ennemis. Les projectiles continuaient de s'abattre sur les murailles, mais nul ne s'attendait à ce que l'ennemi déploie d'immenses échelles pour grimper directement sur les remparts. Face à cette menace, Walter se jeta dans la mêlée en tête, déterminé à défendre coûte que coûte les murs de la cité. Dans les flammes qui s'élevaient déjà du cœur de Perdium, Digald exultait, il n'aurait jamais imaginé obtenir de tels résultats sans même avoir eu besoin de faire intervenir Victor. Pour lui, la victoire approchait à grands pas. Il ordonna immédiatement une seconde salve de catapultes, bien décidé à écraser ceux qu'il traitait de misérables inconscients avec la plus grande brutalité. Mais Victor, lui, gardait une expression étrange. Bien que la situation fût désespérée, il continuait de se battre avec acharnement. Surnommé le « loup solitaire du Nord », il semblait vouloir saisir la moindre chance, aussi infime soit-elle, de retourner le cours de la bataille. Alors que de plus en plus d'ennemis prenaient pied sur les murailles, Randolph déclara qu'il ne tiendrait pas longtemps dans ces conditions. L'un d'entre eux devait absolument aller défendre la porte principale. Mais à peine avait-il proposé cela que Walter s'y opposa catégoriquement. Il leur intima de ne pas se préoccuper de la porte, leur seule mission était de tenir les murs. Randolph, bien qu'interloqué, n'insista pas. Lorsqu'il aperçut ensuite Scovan, il l'interrogea d'un ton pressé, où en étaient les renforts. Scovan répondit avec regret qu'aucun des royaumes alliés du Nord n'avait accepté d'intervenir. Même le territoire de Redford s'était dérobé, prétextant des conflits internes. Randolph enrageait, il maudissait cette bande d'ingrats et jura que le jour viendrait où il leur ferait payer cet affront. C'est à ce moment qu'un soldat essoufflé vint prévenir Digald, quelque chose clochait du côté du camp de ravitaillement. En entendant cela, Digald eut d'abord un sursaut d'indignation, il somma qu'on ne lui raconte pas de sottises. C'était tout bonnement impossible. Mais très vite, il dut ravaler ses certitudes. Il se demandait comment ces minables coincés dans le château avaient pu deviner l'emplacement exact de leur base de ravitaillement. Victor, quant à lui, observait la fumée s'élever lentement. Il en conclut avec un intérêt sincère qu'il devait encore y avoir à Perdium, des esprits dotés d'un vrai sens stratégique, et cela le réjouissait presque. C'est alors que Digald, les yeux emplis de soupçons, se tourna vers Victor et lui posa une question. Mais que faire maintenant? La guerre venait à peine de commencer et déjà, les vivres manquaient. Face à cette inquiétude croissante, Victor s'était montré catégorique, il ne fallait pas laisser la peur s'installer. À ses yeux, il n'avait nul besoin de renfort logistique. Selon lui, la victoire sur Perdium serait acquise dès aujourd'hui, sans la moindre incertitude. Dans les instants qui suivirent, Victor avait mis à profit son expérience stratégique pour analyser froidement la situation. Les attaques menées sur les flancs gauche et droit de la muraille s'étaient prolongées sans qu'aucune percée ne soit signalée. Une seule conclusion s'imposait alors. Les troupes d'élite de Perdium, y compris ce fameux « loup solitaire du Nord », tenaient bon sur ces axes-là. Dès lors, Victor en avait déduit que la défense de la porte principale devait être le maillon faible de l'ennemi. Aussitôt, il ordonna à ses hommes de se préparer. Tous devaient se concentrer désormais sur l'assaut du portail. Dans le tumulte de cette prise de décision, certains soldats portés par l'adrénaline avaient éclaté de joie, tapant dans leurs mains comme pour célébrer une victoire imminente. Perdium devait tomber, et Victor se réservait la direction de l'assaut sur la cité principale. Pendant ce temps, du côté de la ville de Perdium, l'armée de Digald poursuivait son offensive avec la même ardeur. À l'aide de hautes échelles d'ingénierie, les troupes ennemies s'élevaient sans relâche vers les murailles. Fort heureusement, les contraintes techniques de ces engins ralentissaient leur progression, empêchant une percée massive. De son côté, Walter Perdium, le stratège de la cité, continuait de repousser l'ennemi tout en dirigeant les opérations. Grâce à ces efforts, la situation, bien que défavorable, ne se détériorait pas davantage. C'est alors qu'un cri résonna. Scovan, l'un des éclaireurs, venait d'apercevoir quelque chose qui l'avait glacé d'effroi. Cette réaction n'échappa pas à l'attention de Walter, qui s'apprêtait à l'interroger quand il vit les tours d'assaut ennemies se rapprocher dangereusement du portail principal. Comment pouvait-il connaître la hauteur exacte des murs de Perdium? Cette révélation soudaine laissa place à une certitude amère, des traîtres avaient divulgué des informations confidentielles. Face à l'urgence, Walter avait aussitôt donné l'ordre de préparer les engins d'attaque à longue portée, il fallait frapper vite et fort. Les soldats s'étaient mis à l'ouvrage, traînant des pierres massives pour les charger dans les catapultes. Dès qu'elles furent prêtes, ils lancèrent un premier tir, visant les tours ennemies qui s'approchaient. Mais Victor imperturbable avait réagi avec une efficacité glaciale. Imprégnant d'énergie magique l'un de leurs projectiles, il s'était élancé avec une force herculéenne pour contrer le tir défensif. Cette démonstration laissa les défenseurs de Perdium sans voix. Jamais ils n'auraient imaginé que leur dernière arme secrète puisse être neutralisée aussi aisément. À cet instant, l'expression de Walter s'était figée. Il comprenait enfin, face à un adversaire comme Victor, leurs munitions conventionnelles n'auraient jamais pu avoir l'effet escompté. Victor, lui, avait alors dégainé une arme d'appoint et lancé un message sans appel à l'attention des défenseurs. Toute résistance était vaine. La chute de Perdium n'était plus qu'une question de temps.
Sans leur laisser le temps de répondre, il donna aussitôt l'ordre, l'assaut final devait commencer. Les troupes de Digald poussèrent en masse les tours d'assaut, les faisant progresser jusqu'aux portes de la ville. Grâce à leur double étage, les structures atteignaient désormais la hauteur même des murailles, permettant aux soldats d'atteindre le sommet en toute facilité. Le fracas des béliers résonnait, chaque coup faisant trembler les fondations. Et alors que les échos sourds des impacts s'amplifiaient, Perdium sentit l'angoisse l'envahir peu à peu. Walter se demandait combien de temps il lui faudrait encore pour revenir. Les habitants de Perdium risquaient de succomber sous les lames ennemies si cela persistait. Ce que Walter ignorait, c'est que son fils avait déjà préparé une stratégie minutieuse non loin des portes de la cité. Des prisonniers réclamaient leur libération en invectivant contre l'implication interdite des mages dans ces querelles seigneuriales. Le vieux Fergus tentait de les apaiser en invoquant les ordres du jeune maître. Mais comment rester calme face aux machines de guerre qui défonçaient les portes? L'un des captifs argumentait avec véhémence que même leur participation magique ne changerait rien au sort de la bataille. Vanessa, elle, conservait une foi inébranlable en son maître. Elle était convaincue qu'il ne laisserait jamais Perdium tomber entre les mains de l'ennemi. Ces paroles ne faisaient qu'exaspérer davantage Alfoy, qui lui reprochait de s'être laissé entraîner dans ce chaos infernal. Lorsque la jeune magicienne tenta de poursuivre, il la fit taire brutalement, l'accusant de servilité aveugle envers un maître qu'il qualifiait de dément. Pourtant Vanessa persistait dans sa loyauté, malgré les railleries concernant ses sorts minuscules comparés à sa réputation de prodige. L'observateur narratif gardait cependant l'intime conviction que cette version de la jeune femme surpasserait un jour ses anciens exploits, dépassant même le mythique 7e cercle. 2 jours et demi plus tôt, c'est à cette période qu'elle avait finalement maîtrisé l'art des incantations après un long entraînement magique, bien que ses projections énergétiques restassent dérisoires. Rougissante, elle s'excusait pour la faiblesse de ses sorts, mais le jeune seigneur la rassurait. L'essentiel était qu'elle puisse désormais canaliser la magie. Le reste viendrait avec le temps. Lorsqu'Alfoy et ses hommes commencèrent à enterrer des cristaux magiques à coups de pioche, Vanessa restait perplexe. Malgré ses vastes connaissances, elle ne parvenait pas à saisir la logique de ces préparatifs. Alfoy, quant à lui, ne cachait pas son irritation devant ces tâches manuelles indignes de mage. Ses protestations furent brutalement interrompues par Gordon qui lui appliqua une clé d'étranglement, faisant naître un malaise chez la jeune femme. Le seigneur se contenta d'évoquer des préparatifs cruciaux pour la stratégie à venir, sans autre explication. La stratégie la plus simple et la plus efficace consistait à écraser l'ennemi par une supériorité numérique absolue. Peu importe la résistance qu'ils opposaient, rien ne pouvait contrer ces assauts incessants. Les portes de Perdium finiraient par céder, mais cela ne signifiait pas pour autant que la victoire était impossible. Lorsque Vanessa entendit le plan que son maître lui avait exposé, elle douta de ses propres capacités. Mais le temps des hésitations était révolu. À présent, elle planta son bâton magique au centre du cercle formé par Alfoy et les autres. En une fraction de seconde, Alfoy sentit une étrange sensation, son énergie magique commençait à lui échapper. Oui, la prochaine étape du plan consistait en un transfert de mana. C'était précisément pour cette raison que le maître avait insisté pour ne recruter que des mages de 3e cercle ou plus, leur réserve de magie étant suffisamment abondante pour assurer la réussite de l'opération. Vanessa se jura de tout exécuter à la perfection, c'était la première mission que son maître lui confiait. À l'autre bout de la cité de Perdium, tandis que la tension montait sur les remparts, une silhouette familière refaisait surface à la tête d'un petit détachement. Le jeune seigneur rentrait enfin. Ce fut Randolph qui le repéra le premier, son regard brillant d'un mélange de stupeur et d'espoir. Il s'exclama à l'attention de ceux autour de lui que leur frère revenait, là-bas, au loin. Non loin de là, le père du jeune homme jusque-là figé par l'angoisse, sentit un poids immense se dissiper. Son fils était vivant, et à cet instant précis, il se dit qu'il pouvait enfin lui confier ce qu'il lui restait d'espoir. Mais leur manœuvre aussi audacieuse fut-elle, n'était pas passée inaperçue. Un soldat le souffle court et les traits marqués par la panique, accourut vers Victor pour l'alerter qu'un groupe de cavaliers inconnus les encerclait par l'arrière. La nouvelle claqua comme un coup de tonnerre. Pourtant, il était déjà trop tard pour reculer. Le jeune seigneur sans attendre d'ordre, avait dégainé sa grande épée, une lame qui n'avait pas quitté son fourreau depuis bien trop longtemps, et s'était jeté dans la mêlée. Pour lui, ce n'était qu'un échauffement, une mise en jambe avant le vrai combat. Face à lui, les troupes de Digald restèrent figées d'incompréhension. Certains murmuraient qu'on leur avait juré que Perdium n'avait reçu aucun renfort. Lorsqu'ils levèrent leurs arcs prêts à tirer, le cavalier fonça sur eux, esquivant les flèches avec une agilité presque irréelle, avant de s'abattre sur leur ligne avec une puissance foudroyante. En à peine 2 minutes et demie, il avait anéanti plus de la moitié de leur aile droite. Les survivants tétanisés le regardaient comme s'ils venaient d'apercevoir un être surnaturel. Certains, la voix tremblante, demandaient entre eux si ce n'était pas un démon venu d'un autre monde. Une fois ces hommes rassemblés derrière lui, l'heure de la contre-attaque sonna enfin. Il leur ordonna de se redresser, de tenir leur position avec fermeté. D'une voix puissante qui résonna jusqu'au cœur du champ de bataille, il déclara qu'à compter de cet instant, c'était l'armée de Perdium qui reprenait l'initiative. Et dans le tumulte de la guerre, son cri résonna comme un appel à la renaissance.
Ghislain ordonna d'un ton sec que chacun donne le meilleur de soi, qu'on transforme le champ de bataille en un véritable carnage sanguinaire. Pas question de relâchement, aucun. Et à peine ces mots lâchés, Ghislain ouvrit les hostilités en première ligne, fonçant droit vers le flanc droit de l'armée ennemie pour une attaque éclair. Ses camarades, eux, suivaient précisément le plan qu'il avait méticuleusement élaboré. Du côté du camp principal de Digald, on voyait déjà Gillon et ses hommes atteindre sans encombre la zone cible. Une fois sur place, ils s'étaient lancés dans un massacre méthodique, taillant à travers les soldats comme dans du beurre. Gillon s'était attribué une mission bien précise, distraire l'ennemi. Il affirma à ses alliés qu'il se chargerait d'attirer l'attention pendant que détruirait les installations stratégiques vitales de Digald. Gordon et Torrent, eux, n'avaient pu s'empêcher de se moquer. Selon eux, ces pleux empestaient la peur. Ils s'étaient contentés de lancer ironiquement que l'endroit allait bientôt devenir un champ de ruines et qu'il ferait mieux d'éviter toute résistance inutile. À ce moment précis, un certain Degao, la voix tremblante, s'était exclamé en demandant ce qu'il se passait. Qui au juste était venu prêter main forte à Perdium pour organiser une telle embuscade? Personne ne répondit. Et pour cause, il ne fallut pas longtemps avant que Gillon apparaisse devant eux, d'un air menaçant. Gillon lança alors moqueur qu'il devinait que cette « grosse truie » devait être le commandant des forces de Digald. Il lui ordonna de le suivre sagement, faute de quoi, il ne garantirait plus rien. Mais alors qu'il n'avait même pas fini sa menace, une lance surgit soudainement sur sa gauche, projetée à une vitesse fulgurante. Heureusement pour lui, Gillon, maître dans l'art de ressentir la moindre intention meurtrière, réagit à temps. Il pivota et para l'attaque d'un mouvement vif de sa hache, stoppant net l'assaut surprise. L'assaillant restait encore inconnu, mais il n'y avait plus de doute, c'était l'un des piliers de l'armée de Digald. Et d'un simple coup, Gillon comprit que la puissance de cet ennemi surpassait largement la sienne. Ce dernier méprisant se mit à vociférer que Gillon osait lancer un assaut contre le cœur de leur camp avec une force aussi ridicule. Il lui reprochait sa témérité, tout en avouant apprécier son courage. Pour cela, il lui proposait d'échanger leur nom, en signe de respect guerrier. Mais Gillon impassible, répondit qu'il n'avait pas de nom, qu'il n'était rien. Juste un outil sans importance parmi les ombres de Perdium. Pendant ce temps, à l'autre bout de Perdium, sur le flanc gauche de la cité principale, Karl et Belinda livraient un combat acharné. Mais entre les deux, la méthode faisait toute la différence. Belinda, elle, éliminait ses adversaires proprement, sans même faire gicler une goutte de « jus de pastèque », son expression à elle pour parler du sang. Elle trouvait le style de Karl tout bonnement insupportable, trop brutal, trop salissant, et à ses yeux totalement inefficace. Karl, lui, s'était contenté de répondre que c'était une joie que Belinda ne pourrait jamais comprendre. Et il ajoutait qu'elle devrait essayer au moins une fois. Qui sait, ça pourrait lui révéler des plaisirs inattendus. Enfin, sur le mur et de Perdium, la situation prenait une autre tournure. La puissance de Ghislain était telle que bon nombre de soldats de Digald perdaient déjà l'envie de se battre. Certains, appelés à la dernière minute pour faire le nombre, songeaient déjà à fuir. Sur le champ de bataille, Ghislain jugeait la situation clairement à leur avantage. Le désordre qui régnait dans les rangs ennemis offrait une opportunité en or pour les anéantir. Les soldats de son escouade galvanisée l'interpellèrent en lui assurant que la suite leur appartenait, qu'ils pouvaient se reposer un moment. Mais se reposer? Cela n'avait jamais été dans les plans de Ghislain. Il s'était en effet ajouté une mission cruciale, détruire la tour de siège des troupes de Digald. Avant cela, il lui fallait briser les nombreux barrages qui lui barraient la route. Il avait alors lancé un ordre sec à tous les fantassins ennemis, qu'ils essaient de l'arrêter, s'ils l'osaient. Après tout, il était seul, et ils avaient l'avantage du nombre. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cela ne représentait pour lui absolument aucune menace. Après avoir commandé à son destrier d'éviter de lui-même les coups les plus dangereux, Ghislain bondit soudainement en prenant appui sur la croupe du cheval et s'éleva dans les airs au-dessus de la ligne ennemie. À l'instant même où ses pieds quittèrent le sol, il entama l'assaut. D'un coup de jambe en ciseaux, il brisa la nuque du premier soldat sur son passage. Puis, sans reprendre son souffle, il se mit à attaquer dans toutes les directions, tel un ouragan de lames et d'acier. Pendant 8 longues minutes, il réduisit ses adversaires en poussière, seul contre tous, implacable. Une fois tous les obstacles anéantis, Ghislain s'arrêta, son visage soudainement devenu grave. Il s'était alors retrouvé face à un problème de taille. Les murs de la cité étaient dans un état bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Était cela la véritable puissance de la tour de siège de Digald? Si les choses continuaient ainsi, il n'aurait même pas le temps d'exécuter ses plans de secours, et la cité principale de Perdium risquait fort d'être prise. Certes, la cavalerie de Perdium montrait encore une vigueur impressionnante, mais la différence écrasante de nombre entre les deux camps rendait la victoire difficile à obtenir dans un court laps de temps. C'est alors qu'un commandant de Digald, manifestement aguerri, donna ses instructions, empêcher cet homme d'approcher la tour de siège. Les murailles allaient bientôt s'effondrer. Il n'était même pas nécessaire de le tuer, disait-il, il suffisait de l'occuper. Mais Ghislain savait pertinemment que le temps lui était compté. Il devait intervenir immédiatement, avant que l'élan des forces de Perdium ne s'essouffle. À peine cette pensée formulée, il fondit de nouveau sur les lignes ennemies,
tranchant tout sur son passage. Les soldats de Digald, bien qu'en surnombre, furent balayés comme des insectes. Mais leur nombre le ralentissait considérablement. Qu'il regarde devant, derrière, à gauche ou à droite, il y en avait toujours un pour tenter une attaque traîtresse dans son dos. Il comprit rapidement leur stratégie, il tentait d'épuiser ses forces par l'usure. Mais à ses yeux, c'était une perte de temps, ils étaient bien trop faibles. Soudain, depuis le sommet de la tour de siège, plusieurs projectiles furent tirés en sa direction. D'un pas maîtrisé, il les esquiva avec calme, puis profita de l'instant pour repérer l'officier de Digald qui orchestrerait les tirs. Il perçut une brèche, s'y engouffra, et d'un coup d'estoc foudroyant, l'envoya dans l'autre monde. Afin d'accélérer la destruction de la tour, il projeta alors son immense épée en direction de son sommet. Celle-ci vint se ficher solidement dans la structure, juste à l'endroit visé. Sans attendre, Ghislain activa une technique secrète, la liaison magique. Il relia un fil d'énergie invisible entre lui et la garde de l'épée. Ce lien allait lui permettre d'amplifier sa puissance et de poursuivre sa destruction avec une efficacité redoutable. En le voyant ainsi grimper la tour en un bond, avec des moyens incompréhensibles, les soldats de Digald furent pris de panique. Certains en oublièrent même comment fuir. Puis Ghislain leva les bras, rassembla toute sa force, et déchaîna une puissante frappe ciblée, directement sur le point de fragilité de la tour. Le choc fit trembler toute la structure. En quelques secondes, la gigantesque tour de siège s'effondra sous ses yeux. Seul, Ghislain l'avait détruite à lui seul. Face à cette scène, les troupes de Digald ne pouvaient que trembler d'effroi, étaient-ils seulement humains, ou bien un monstre sous apparence humaine? Non loin de là, Victor, témoin de toute la scène, restait figé. C'était là toute l'étendue de ce que l'armée de Perdium pouvait accomplir. Mais une question hantait encore l'esprit de ce commandant, qui était donc cet homme qui avait réussi à se fondre dans leur rang pendant tout ce temps? En théorie, il aurait dû percer sa véritable identité depuis longtemps. À cet instant, un subordonné accourut pour faire son rapport. Il annonça que la porte de la cité résistait bien plus que prévu, en grande partie à cause des perturbations internes qui ralentissaient leur progression. Il estima qu'il ne leur restait plus que 4 tranches de 2 minutes et demie avant que la porte de Perdium ne cède. Victor resta silencieux pendant 2 secondes et demie, puis donna un ordre sans appel à ceux qui le suivaient, réduire ces 10 minutes à 5. Il déclara qu'il allait personnellement s'occuper de neutraliser les éléments qui gênaient leur assaut. Mais avant cela, il exigeait que la porte soit détruite à tout prix. Aucun échec ne serait toléré. Il conclut par une menace glaciale, ceux qui échoueraient n'auraient même pas droit à une mort digne. Et pourtant, l'instant d'après, une voix autoritaire et provocatrice s'éleva derrière eux, les stoppant net. Elle ordonnait qu'on ne laisse pas Victor partir, qu'il reste ici, et qu'il se prépare à se battre. Victor se retourna aussitôt l'air sombre, et lança une question tranchante. Qui osait ainsi l'interpeller? L'homme répondit sans se démonter, avec une arrogance assumée. Il s'appelait Karl, chef des mercenaires de Cerberus, et invitait Victor à un duel en bonne et due forme, sans détour ni interruption. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo, ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Revenons à l'instant où Karl provoqua Victor en duel, exigeant de lui qu'il cesse tout et se batte sans retenue. À ces mots, Victor afficha un air grave. Il ne savait pas qui se tenait devant lui, mais il n'avait pas de temps à perdre avec un inconnu. Karl, sentant l'hésitation de son adversaire, lança fièrement son nom, chef du groupe de mercenaires de Cerberus, Karl en personne. Mais sans laisser à Victor le temps de répondre, il dégaina son épée favorite, prêt à foncer. Face à cette démonstration de fougue, Victor ne montra aucune panique, il se contenta de tapoter doucement l'encolure de sa monture. Le destrier, comme mu par une intuition guerrière, attendit le moment parfait pour décocher un violent coup de sabot. Pris de court, Karl ne put esquiver. Victor profita alors de cette brèche pour fondre vers lui, son épée à la main. Mais son véritable objectif n'était pas Karl lui-même. D'un geste tranchant, il visa directement la gorge du cheval de son adversaire, voulant ainsi l'affaiblir dès le départ. Karl, vétéran des champs de bataille, comprit aussitôt la manœuvre. Il s'élança dans les airs, bondissant du dos de sa monture, espérant retourner l'attaque contre le cheval de Victor. Mais c'était peine perdue. La défense de Victor ne laissait aucune ouverture. Il para l'assaut avec une facilité déconcertante, sauvant son cheval sans effort. Karl, incrédule, refusa d'admettre que cela relevait de la maîtrise. Il attribua sa défaite à la chance et tenta une attaque aérienne désespérée. Durant les 2 secondes et demie où il chutait, il concentra toute sa force dans un coup vertical, le plus puissant qu'il pouvait offrir. Mais une fois encore, l'issue fut la même, Victor demeurait impassible, presque trop à l'aise, comme si ce combat n'était qu'un jeu pour lui. Karl, dans la confusion de ses pensées, se rappela qu'il avait bien compris, avant même l'affrontement, que cet homme était redoutable. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait imaginé que ce serait à ce point. Et à cet instant précis, Victor laissa tomber une pique glaciale, chargée de mépris, il déclara qu'il en avait vu tant d'autres, des types qui surestimaient leurs capacités. Parmi tous ceux qu'il avait affrontés, Victor ne cachait pas son mépris.
c'étaient surtout des femmes mercenaires, persuadées d'être inébranlables, alors qu'en fin de compte, elles ne valaient même pas une fourmi. Tandis qu'il prononçait ces mots avec froideur, son épée fendit l'air dans une coupe horizontale, visant Karl en pleine chute. Ce dernier eut beau réagir avec une vivacité admirable, la différence de puissance et d'armes entre eux deux scella inévitablement l'issue de cette passe. Karl perdit le duel. L'attaque de Victor le blessa grièvement et réduisit considérablement l'intensité de son aura, semblable à une pipelette qui s'arrêtait soudain de parler. Sur le plan psychologique, Victor excellait. Il ne se lassait jamais de rabaisser ses adversaires, persuadé qu'il n'y avait rien de plus simple à abattre que ces bêtes sauvages, mues par leur seul instinct et qui fonçaient droit devant elles sans réfléchir. En entendant cela, Karl sentit la rage monter jusqu'à lui faire exploser la poitrine, mais il ne pouvait nier une chose, il avait effectivement tout donné. Ce combat, Ghislain l'avait prévenu, Victor en tant qu'atout-maître de la maison d'Esmond, représentait l'une des forces principales de l'assaut contre le territoire de Perdium. Avant même que le plan d'encerclement ne débute, Karl avait demandé à son camarade à quel point Victor était dangereux. La réponse avait été limpide, même lui, à l'heure actuelle, n'était pas capable de le vaincre. Même en s'y mettant à deux, il n'avait aucune chance. Ghislain avait ajouté que cet homme possédait une habitude redoutable. Il savait tirer parti de l'écrasante supériorité numérique de ses troupes pour obliger ses ennemis à se focaliser uniquement sur la défense des remparts, avant de concentrer l'intégralité de son offensive au moment précis où la porte principale serait brisée. En repensant à cela, le visage de Karl s'assombrit, il comprenait que s'il tombait maintenant, tout le plan minutieusement élaboré depuis des semaines, s'effondrerait comme un château de cartes. Il se rappela alors les derniers mots que Gillon lui avait adressés avant la bataille. Peu importe ce qui se passerait, il devait coûte que coûte, retarder l'ennemi jusqu'à ce que Perdium puisse activer son arme secrète. À cette pensée, Karl rassembla ses forces, il ne serra pas les dents, il ne frappa pas du poing de non. Il sourit. Il planta son regard dans celui de l'ennemi juste devant lui. Ce n'était pas fini. Son tempérament orgueilleux et farouche l'avait toujours poussé à se dépasser, et il n'était pas question que cela change aujourd'hui. Il devait au moins faire en sorte que la différence entre eux deux ne soit plus un gouffre. Pendant ce temps, Gillon le vétéran à la longue barbe grise, menait un affrontement magique contre un redoutable mage ennemi. Le combat stagnait. L'adversaire certes ne parvenait pas à le blesser, mais lui-même ne réussissait pas non plus à briser la défense adverse. À ses côtés, Gaude, son fidèle lieutenant, brûlait d'envie de le rejoindre pour prêter main forte, mais des soldats sous les ordres du mage s'interposèrent à toute vitesse et l'empêchèrent de passer. Malgré tout, Perdium n'était pas en reste. Les troupes commandées par Gordon poursuivaient leur percée avec brio, galvanisées, presque invincibles tant aucun ennemi ne parvenait à briser leur élan. D'un côté, Gillon, nouvelle recrue de choix dans les forces de Perdium. De l'autre, un mage chevalier dont l'ambition n'était autre que de conquérir ce territoire. Leur combat dura plus de 30 minutes. Puis, Gillon sentit son esprit s'enflammer. Il comprit qu'il ne pouvait plus se permettre de gaspiller davantage de temps ici. Malgré les angles multiples de ses assauts, la barrière magique de l'adversaire résistait avec une efficacité redoutable. Gillon, tout en haletant, se demanda depuis combien de temps il n'avait pas affronté un ennemi aussi robuste. Cela devait bien faire des années, mais il n'avait nullement l'intention d'abdiquer. C'est alors que survint l'imprévu, le cheval du vieux combattant reçut un coup de taille foudroyant, le laissant grièvement blessé. Ce fut un choc. Alors que sa monture perdait soudainement l'équilibre, Gillon fut violemment projeté au sol, sans même avoir le temps de reprendre le contrôle de son corps. Une telle ouverture, le genre de brèche qui pouvait briser l'équilibre d'un duel parfaitement égal, ne pouvait évidemment pas échapper à son adversaire. Adon n'hésita pas une seconde. Même si Gillon parvenait à se redresser à temps et à se défendre avec son épée ordinaire, la puissance brute de l'ennemi, elle, surpassait largement la sienne. Et au moment même où son corps toucherait le sol, il le savait, il perdrait l'initiative pour plusieurs tours d'affrontement. Cela ne faisait aucun doute, Adon avait désormais toutes les raisons d'arborer ce rictus triomphant. Et de l'autre côté du champ de bataille, la situation de Karl virait elle aussi au cauchemar. Terrassé par Victor jusqu'à l'extrême limite de la survie, il gisait là, à demi conscient. Au même instant, les troupes de Digald accomplissaient enfin ce que l'on redoutait depuis le début, elles venaient de percer la seule porte principale de la cité de Perdium. Et ce, dans le délai stratégique de 5 minutes qui leur avait été imparti. Ce fut un choc tel que l'on jura entendre le souffle glacial de la mort sur la nuque des défenseurs. Même Walter d'ordinaire 6 mètres de lui, eut un frisson glacial en l'apprenant. Cela dépassait le pire des scénarios envisagés. Son fils ne lui avait jamais parlé d'un plan de repli en cas d'échec aussi brutal. Pendant ce temps, Alpha, encore sous l'effet d'un transfert magique, fut si horrifié qu'il en perdit tout contrôle de ses nerfs. On aurait dit qu'il en avait presque perdu la vessie. Il cria à l'intention de Vanessa, l'accusant d'être une folle, et lui intima de ne pas l'entraîner dans sa chute si elle voulait mourir ainsi. Mais Vanessa l'ignora royalement. Il ne restait qu'un ultime segment à accomplir pour parachever l'ordre de son maître, et quoi qu'il arrive, elle tiendrait jusqu'au bout. Victor de son côté, ayant été informé de la percée, ordonna immédiatement à toutes ses forces de se regrouper.
Il leur lança cet ordre sans ambiguïté, lancer une offensive totale. Leur objectif désormais était limpide, prendre d'assaut le château de Perdium. Juste avant de s'élancer pour capturer le patriarche ennemi, Victor se retourna vers ses hommes et leur rappela de garantir l'acheminement sécurisé de Digald jusqu'à cet endroit précis. Il leur assura qu'ils n'auraient pas longtemps à attendre. La victoire était désormais imminente. C'est alors qu'un souffle de volonté inattendue se fit entendre. Karl, que tous croyaient hors d'état, parvint à se relever, chancelant mais debout. D'un ton déterminé, il rappela à Victor ce qu'il lui avait dit plus tôt, que son adversaire, c'était lui, Karl. Et que, par conséquent, il n'irait nulle part. Face à cette résurgence, Victor ne put qu'exprimer un soupir teinté de regret. Il affirma alors que Perdium était déjà sur le point de s'éteindre, et que Karl devrait le savoir. Certaines choses méritent qu'on y laisse la vie, d'autres non. Sur un autre front, alors qu'il était encore au sol, Gillon entendit le discours méprisant de Hadon, qui du haut de sa position, tenta de l'ébranler en lui lançant que ce n'était pas son combat. Il insista sur le fait que même avec toute la force du monde, Gillon n'y changerait rien. Car même leurs soldats les plus faibles étaient passés au crible d'un entraînement rigoureux. Il le provoqua, voulait-il encore rivaliser avec eux? Victor lui aussi, déversait son venin. Il déclarait que remplir leurs troupes d'élite avec de simples mercenaires sans valeur avait été l'erreur fatale du clan Perdium. Il asséna que ces hommes n'étaient rien dans cette guerre que des sacrifices inutiles. Que des mercenaires n'auraient jamais dû miser leur vie sur une famille déjà condamnée. À ces mots, Karl ne put plus contenir sa colère. Il répliqua avec mordant, demandant si Victor habitait au bord de la mer, pour se mêler aussi rapidement des affaires des autres. Il rappela avec rage dans les veines, qu'un champ de bataille ne faisait pas la différence entre chevaliers ou mercenaires, seul comptait l'issue, la victoire ou la défaite. Hadon, en guise de réponse, se contenta de dire avec force que les excuses des perdants ne méritaient même pas d'être entendues. Qu'à l'approche de la mort, tout cela devenait vide de sens. Mais à ce moment précis, quelque chose changea. Gillon, dans cette confrontation intense, semblait avoir retrouvé la force de sa jeunesse. Comme une étincelle revenue de loin, sa puissance monta en flèche, presque par révélation soudaine. Et dans un éclair de technique pure, il parvint à contraindre l'arme de Hadon, puis à remonter d'un coup sec en diagonale, effectuant une frappe latérale foudroyante. Le coup précis et tranchant tua net le destrier de Hadon. Et l'arme de ce dernier, par la violence du choc, fut arrachée de ses mains. Hadon bascula déséquilibré, s'effondrant au sol. Désormais, tout ce qu'il avait tenté d'infliger méritait d'être retourné contre lui et au centuple. Gillon, le regard brûlant d'intensité, concentra toute son énergie. Et sans lui laisser le moindre répit, il abattit sa lame sur Hadon, qui s'efforçait encore désespérément de se défendre. Aussi solide que fût une ligne de défense, elle comportait toujours une faille. Gillon le savait, il avait offert sa vie à son maître, ce voleur de tombes, car telle était la raison de son existence, œuvrer à sa victoire. Il avait reconnu en Hadon un adversaire redoutable, mais il trouvait regrettable qu'un tel homme se soit placé du mauvais côté. Au moment précis où Hadon glissa, Gillon n'hésita pas une seule seconde. Sa lame s'abattit sans la moindre pitié, tranchant net le fil de la vie de son ennemi. Au même instant, sur un autre PAN du champ de bataille, Karl, bien qu'ayant parfaitement conscience qu'il risquait de périr ici, restait animé par une volonté inébranlable. Le chef lui avait confié une mission, et même si la chance de réussite était infime, il se jura de la mener à bien. Une seule fois, pensait-il, il suffisait d'une seule percée. Il ne pouvait pas trahir les espoirs que le chef avait placés en lui. Avant le début de la guerre, Karl était venu trouver Ghislain, en quête de conseils. Il lui avait demandé s'il se souvenait de leur duel à mort d'autrefois, ce moment où il avait exécuté ce mouvement si élégant, une feinte soudaine vers la droite suivie d'un enchaînement éclair. Karl avait trouvé ça incroyablement stylé. Puis, à mesure qu'il parlait, sa voix s'était faite hésitante. Pour la première fois de sa vie, il quémandait de l'aide, pourrait-il lui enseigner cette technique? Ghislain, amusé, riait devant ce Karl jadis si impitoyable, qui soudain semblait gêné. Il lui avait alors confié une règle essentielle, l'important, c'est l'action. Mais ajoutait-il, lorsqu'un homme frappe le premier dans une ruelle, on le prendra sûrement pour un simple barbare, incapable de réfléchir. L'ennemi finira par le sous-estimer. Et c'est précisément ce principe que Karl n'avait jamais oublié. Alors, lorsqu'il fonça à nouveau sur Victor avec une brutalité déconcertante, ce dernier para sans peine chacun de ses coups. Mais Karl s'en fichait. Son objectif, pensait-il, était bien plus simple que celui de Victor. Il ne cherchait pas à le vaincre, mais à accomplir une tâche. Soudain, Karl lança violemment sa dague vers Victor. Ce dernier, habitué à ce genre de subterfuge, la dévia sans même cligner des yeux. Il ne se doutait pas un instant qu'il venait de tomber dans un piège méticuleusement orchestré. Victor, moqueur, lança alors une pique. Selon lui, ceux qui n'avaient rien à perdre prenaient toujours des décisions stupides, persuadés qu'ils n'avaient aucun prix à payer, oubliant que la mort les attendait au tournant. Dans ce bref instant de suffisance, Victor brandit son épée géante et déclara qu'il allait l'envoyer lui-même en enfer. Mais à cet instant précis, Karl esquiva d'un cheveu, puis saisit fermement le bras de Victor. Il utilisa l'élan et la hauteur de son propre corps pour se propulser dans les airs à l'aide d'une vrille éclatante.
C'est ainsi qu'il atteignit sa dague, toujours en chute libre. Victor prit de court, hésita un instant, ralentissant son mouvement. Il parvint de justesse à éviter le coup que Karl dirigeait vers ses points vitaux. Mais ce n'était qu'un leurre. Karl n'avait jamais cherché à le tuer. Depuis le début, son unique objectif était d'abattre le cheval de guerre de Victor. Et une fois cette mission accomplie, celle que Ghislain lui avait confiée, Karl, vidé de son énergie et de sa force vitale, tomba dans un état critique, à 2 doigts de basculer dans l'au-delà. Victor, quant à lui, restait figé, incapable de croire qu'il ait pu se tromper dans ses prédictions. Il savait pourtant que ce genre de gestes imprécis, seuls ceux qui étaient prêts à mourir pouvaient les accomplir. Devait-il vraiment croire que cet homme-là était prêt à brader sa vie de mercenaire, si sauvage et farouche, comme un simple bien sans valeur? À cet instant, Victor, la voix basse et détachée, laissa entendre qu'en toute sincérité, il avait toujours eu un certain respect pour cet adversaire, qui osait mettre sa propre vie en jeu, et qu'avec un adversaire plus à la hauteur, il aurait pu renverser la situation. Mais, ajouta Victor d'un ton résigné, cet homme avait commis une erreur. Aussi, avant que la mort ne le cueille, n'avait-il pas quelques dernières paroles à formuler? Contre toute attente, Karl esquissa un sourire étrange presque fou, et déclara d'une voix rauque qu'il avait déjà accompli tout ce qu'il désirait. Quant à sa vie, si Victor la voulait, il n'avait qu'à la prendre, voilà tout. Ces mots furent pour Victor une insulte insupportable, toute pitié en lui s'évanouit aussitôt. Soudain, Victor sentit 3 présences hostiles surgir d'en haut, mais jugea qu'elles ne représentaient pas la moindre menace. Lorsqu'il esquiva adroitement les projectiles lancés, il aperçut Belinda se matérialiser à quelques pas de lui. Les 3 lames qu'elle avait lancées n'étaient autres que son œuvre. Elle avait profité d'un instant de distraction pour tenter d'emmener Karl, grièvement blessé, loin d'ici afin de le soigner. Même si Victor n'avait pu porter le coup fatal, il n'en éprouva pas le moindre regret. Tout cela, après tout, n'était qu'un imprévu dans ses plans. Il se dit qu'une fois qu'il aurait pris possession de la cité principale de Perdium, il aurait tout le temps de traquer et d'éliminer les survivants. Mais soudain, Victor réalisa un problème bien plus grave. Et alors qu'il s'apprêtait à ordonner un repli immédiat à ses hommes, la porte de la ville, juste devant lui, libéra soudain une magie terrifiante. Cette puissance, Victor sut qu'elle émanait de Vanessa. À cet instant précis, elle se remémorait fidèlement les instructions que Ghislain lui avait confiées. Quand la porte de Perdium serait forcée, la plupart des ennemis s'y masseraient, et sa puissance suffirait à inverser l'équilibre de la bataille. Bien qu'elle eût craint de ne pas y parvenir, il lui avait seulement demandé de donner tout ce qu'elle avait. Lorsque Vanessa concentra toute la magie dont elle était capable, un vent furieux balaya la place, immobilisant les soldats ennemis. Puis, au moment où elle invoqua l'attaque de flammes, toute la zone à ses pieds, sur 10 lieues à la ronde, fut submergée par un brasier apocalyptique. L'explosion d'une violence inouïe laissa les soldats de l'armée de Digald broyés ou brûlés, sans qu'aucune chair mortelle n'y survive. La vision de ce carnage glaça d'effroi même les chefs des armées de Perdium. Jamais ils n'auraient imaginé que l'arme secrète de Ghislain serait d'une telle puissance. C'était pourtant bien ce qu'il avait toujours anticipé. Cette bataille se déroulait exactement comme il l'avait prévu, et la victoire finale était désormais à sa portée. Aussitôt, Ghislain ordonna à ses troupes de pourchasser les survivants. Mais il savait qu'il ne pourrait seul mener ce massacre à son terme. Il lança un ordre clair, que tous encerclent la porte de la ville à pleine vitesse, et qu'aucun ennemi ne s'en échappe, pas même un seul. De l'autre côté, Victor, projeté à terre par l'onde de choc, resta un instant à genoux, envahi par un regret amer. Cette guerre, il l'avait préparée durant des années, coupant une à une les veines qui irriguaient Perdium, pensant que la victoire était inéluctable. Jamais il n'aurait pu deviner qu'il faisait face à un mage d'un tel niveau, capable d'anéantir des milliers de ses soldats d'un seul coup. Victor comprit alors que son échec n'était plus une simple défaite, il avait été trop confiant, trop certain de ses forces. S'il avait abattu ce guerrier plus tôt, il ne serait pas dans cette situation. À présent, il savait qu'il n'y avait plus aucun sens à poursuivre le combat. Il ordonna donc à ses hommes, venus le secourir, de sonner la retraite. À compter de ce moment, la seule issue pour eux était de battre en retraite. À ses yeux, cette zone n'était nullement un terrain forestier. Une fois l'armée de Digald extirpée des flammes, elle pourrait rapidement se réorganiser et rassembler de nouvelles forces. Même si la mission confiée par Desmond demandait bien plus de temps que prévu, Victor savait que c'était une nécessité. Il se persuadait qu'en expliquant la situation, il parviendrait à éviter toute sanction. Pourtant, il n'avait pas prévu qu'au moment où il comptait soudoyer Adon, Gillon surgirait en personne, traînant la tête encore fumante de l'homme qu'il cherchait. Gillon lâcha d'une voix calme qu'il savait parfaitement qui il était, un renfort extérieur venu aider l'armée de Digald, sans doute pour une raison obscure. Mais ajouta-t-il aussitôt, il lui conseillait vivement de se rendre au plus vite, car leurs troupes de réserve et leur base stratégique avaient déjà été réduites en poussière. Victor pourtant, éclata d'un rire tonitruant. Il lança qu'il fallait cesser de plaisanter. Croyait-on vraiment que sa guerre s'achèverait ainsi? Il déclara qu'il comptait bien, de ses propres mains, trancher leurs gorges, les découper en morceaux et offrir leur reste en pâture aux chiens. Pour lui, l'heure de la victoire venait seulement de sonner.